Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à l'avenir des standards de l'information voyageur et donc en particulier les évolutions autour de GTFS et NETEX et finalement à la fois le changement d'écosystème dont on va parler ce matin et puis aussi leur coexistence et leur complémentarité. On a le plaisir ce matin d'avoir avec nous Tuto Tai qui se présentera, mais qui est très impliqué dans le GT7 du BNTRA sur ces questions de normalisation, et Maxime Siré de Transport Data Group, donc du point d'accès national, qui tous deux nous apporteront des éclairages tout à l'heure, mais je reviendrai sur le déroulé de la discussion. On va démarrer avant par une introduction de Georges Gonzalez de la DJTM sur à la fois le pourquoi et le sens de ce webinaire, quand ça s'inscrit plus largement dans les travaux nationaux de normalisation et de soutien à l'information voyageur. Et puis, après l'introduction de Georges, je reviendrai sur le déroulé des échanges, puisqu'on a 1h30 devant nous. Il y aura Tuto, il y aura Maxime, mais il y aura aussi des collectivités territoriales et des AOM qui participeront à la discussion, et puis vous toutes et tous, évidemment, qui serez conviés à intervenir, poser des questions, témoigner aussi avec votre expérience, votre expertise. Voilà. Je te passe la parole, Georges. Je peux afficher normalement l'écran et tu me dis voilà, s'il y a besoin que j'avance ou que je recule d'une façon ou d'une autre. Ok, ça marche. Bienvenue, Georges. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Georges Gonzalez. Je travaille à la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités et je m'occupe des standards pour l'ouverture des données du transport et l'ouverture des canaux de vente et distribution. Ouais, Gislain, tu peux passer la slide. Comme ça, je vais parler de ce qu'on fait côté standardisation. Alors, je voudrais vous présenter la réglementation européenne et française sur ce sujet. Je vais regarder un peu sur le côté parce que je suis mal là-bas. La réglementation au niveau européen s'appelle MMTS, donc c'est Multimodal Travel Information Services. Et au niveau français, c'est la loi d'orientation des mobilités, donc la LOM, qui date de 2019. Euh, Côté réglementation, on oblige certains acteurs, notamment les gestionnaires de services, à publier les données sur ce qu'on appelle le point d'accès national. Donc, c'est le portail Transport Data Gouv, dont on va évidemment parler dans ce webinaire. Alors, donc ça, c'est le côté obligation réglementaire, mais je voudrais aller au-delà et vous présenter aujourd'hui l'esprit de cette réglementation. Parce que du coup, cette réglementation impose l'usage de certains formats, donc des formats européens qui s'appellent NetEx et Siri. Et on va y revenir aussi pendant ce webinaire. Mais du coup, cette réglementation, elle a un sens qui n'est peut-être pas évident. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Derrière Netex et Siri, il y a Transmodel. Et donc, si vous voyez la légende, là, donc j'ai mis des codes couleurs. Donc, Netex et Siri, ce sont des formats d'échange, tout comme GTFS et GTFS RT. Netex et Siri s'appuient sur Transmodel, qui est un modèle conceptuel. Donc, c'est ce qui décrit les différents objets qui vont être utilisés dans le format d'échange. Donc, par exemple, on va décrire ce que c'est un arrêt ou un abribus ou un horaire de passage. Et donc, tous ces éléments sont décrits dans Transmodel. Alors, si on va, on a voilà, déjà, côté voyageur. Donc, quel est le sens de la réglementation? Donc, côté voyageur, il s'agit de fournir aux voyageurs des informations fiables via différents canaux, dont les applis de transport. Et donc, ces applis, enfin, qu'on appelle système d'information multimodal, sont alimentées toutes de la même façon grâce à un standard. Et donc, comme ça, l'appli, elle peut présenter toutes les données, quel que soit le réseau.
et donc en s'appuyant sur un point d'accès unique, donc le point d'accès national, en l'occurrence Transport Datago. Mais du coup, si on va de l'autre côté, donc en amont, dans la production des données, ces données, elles viennent des gestionnaires de services, donc les autorités organisatrices de mobilité et les opérateurs de transport. Et donc, ces acteurs, ils ont plusieurs systèmes qui vont cohabiter, enfin, qui vont travailler ensemble pour produire ces données, enfin, et faire toute l'exploitation du réseau. Et donc, l'idée de la réglementation, c'est aussi d'influer là-dessus et de faire en sorte que les différents systèmes, donc les systèmes de planification, le système de vie éthique et le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs, communiquent grâce à ces standards européens, et en l'occurrence NetEx. Donc l'idée, c'est que dans ces systèmes, on implémente Transmodel, donc le modèle conceptuel, ce qui va décrire les différents objets, et comme ça, on garantit l'interopérabilité parce que quand on fera les échanges, on va parler des mêmes objets, avec les mêmes concepts. Donc c'est ça l'essence de la réglementation, donc, d'appuyer la démarche d'implémentation de Transmodel, NetEx et Siri. Et pourquoi faire? Parce que du coup, ça permettra d'une part aux acteurs industriels qui fournissent ces systèmes d'accéder à de nouveaux marchés. Donc, s'ils peuvent proposer, grâce à ces interfaces, leur système à tous les opérateurs en Europe, enfin, ça leur ouvre de nouveaux marchés, ça crée des opportunités. Et si on se pose du côté opérateur et autorité organisatrice, ça leur permet, elles, de changer de fournisseur si jamais un fournisseur enfin, propose un meilleur service qu'un autre. Et du coup, comme ça, on peut, grâce à ces interfaces, on peut échanger de systèmes plus facilement. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Donc, j'ai parlé de Transmodel, j'ai parlé de la réglementation, j'ai parlé de l'utilisation de NetEck comme interface. Et du coup, oui, il me manque un point important. Donc, la DGITEM considère que la situation actuelle, enfin, donc, notamment dans les échanges côté gestionnaire de services, enfin, il y a peut-être du GTFS, mais surtout des API propriétaires. Donc, cette situation n'est pas satisfaisante et génère beaucoup de problèmes, donc des problèmes de coût, de qualité de données. On va y revenir aussi dans le webinaire. Et que du coup, le déploiement des transmodèles est souhaitable et a un vrai intérêt pour cet écosystème. Ça n'enlève en rien à la valeur du GTFS pour alimenter les systèmes d'information multimodale. Et la Digitem considère enfin, que ça doit continuer comme ça. Donc, c'est très bien de couvrir euh, de nombreux cas d'usage grâce à ce standard. Enfin, cependant, du coup, on reconnaît aussi qu'il y a des cas d'usage côté information multimodale. Donc là, je pense notamment aux tarifs et à l'accessibilité, qui ne sont pas couverts de façon satisfaisante par GTFS, et que du coup, là aussi, il est souhaitable d'aller vers NetEx et Siri. Donc, ce que tu viens d'introduire, c'est que avec ce schéma-là, c'est vraiment il y a dans l'information multimodale, il y a effectivement ce qui arrive dans la poche du voyageur et tout ce qui est voté dans les applis, avec là parfois effectivement des cas d'usage spécifiques, mais en fait la situation elle change pas par rapport à aujourd'hui. Il y a cette logique de coexistence entre NetEx Siri d'une part, GTFS, GTFS RT, mais ce qui est vraiment important, sur lequel on va passer aussi pas mal de temps ce matin, c'est tout ce qui est en amont qui aujourd'hui est pour le coup peu normalisé ou avec une multiplicité de solutions et de couches et que il y a un besoin de fonder sur quelque chose de commun et ce commun c'est Transmodel et ses déclinaisons NetEx et Siri en fait. C'est ça qui est, je pense qu'on va avoir l'occasion d'aborder ce matin. Tout à Est-ce que fait.
tu voulais compléter sur quelque chose? De toute façon, je pense que tu auras l'occasion aussi pendant le webinaire aussi d'intervenir ou de répondre à des questions. Je pense que tu seras là jusqu'au bout. Euh, donc, Georges a vraiment posé ce dont on va parler ce matin, hein, c'est une approche en fait qui est sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Donc, si on le reprend dans l'ordre, c'est pas, en tout cas, dans l'ordre dans lequel on va l'aborder, ça va être de la droite vers la gauche, hein. On va aborder ensemble ces questions autour du gestionnaire de service, donc en fait de la production en amont de la donnée, d'où elle vient cette donnée-là, et sur cette partie-là, quel rôle jouent les standards ou les normes, et à la fois où on en est aujourd'hui, et quelles sont les évolutions souhaitables, attendues pour les uns et pour les autres. Euh, Ensuite, on abordera cette partie de diffusion, publication de la donnée, qui aujourd'hui se fait à la fois sur le point d'accès national, qui peut se faire aussi à un niveau régional de manière complémentaire. Donc, on abordera ces questions-là. Et là, comment on y met des standards, qu'est-ce qu'on a en entrée, qu'est-ce qu'on a en sortie. Et puis, la troisième partie, elle sera justement sur, à la fin, on a des réutilisations. Alors, ces réutilisations, elles sont souvent sur les systèmes d'information multimodaux, donc quelque part à destination du grand public, de l'utilisateur final. Il peut aussi y avoir d'autres formes de réutilisation. Et puis, dans ce qu'a pointé Georges, hein, c'est que il y a une diversité de voyageurs, il y a une diversité de cas d'usage. Et en fonction de ces cas d'usage, voilà, sur quel standard se baser, comment gérer aussi la coexistence de standards dans les meilleures conditions. Euh, je l'ai indiqué juste au démarrage. Ce matin, on a à la fois deux intervenants avec Tuto Tai il se représentera quand elle prendra la parole, évidemment. Donc, qui anime le GT7 au sein du BNTRA, donc du Bureau de normalisation transport de la FNER, ou par délégation de la FNER. Et puis, donc, Maxime Serré du point d'accès national. Et puis, on a aussi ce matin, et alors c'est une vision plus collective des choses, en plus de Tuto et de Maxime, on a aussi plusieurs collectivités territoriales et AOM qui participent ce matin, qui seront tout particulièrement sollicités pour témoigner de leur expérience, au même titre finalement que Tuto et Maxime, et comme elles sont plusieurs, vous les découvrirez au fur et à mesure de leur prise de parole, mais je les solliciterai sur chacune des trois parties, puisque euh, elles sont en première ligne pour à la fois organiser et mettre en œuvre, que ce soit la production des données en amont et en lien avec tous les autres systèmes qui permettent de générer ces données, sur la diffusion et elles sont les mêmes réutilisatrices de ces données où elles travaillent avec les réutilisateurs. Donc, elles joueront un rôle dans ce webinaire. Peut-être vous laisser Tuto et Maxime déjà vous présenter, puis ensuite on va passer dans le premier sujet si vous voulez bien, si vous voulez aller un peu plus loin sur même votre rapport, votre lien avec les standards, votre pratique, au-delà de simplement lui présenter. Est-ce que Tuto, Oui, tu veux démarrer? Vas-y. bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Touto, je suis l'animatrice du groupe de normalisation qu'on appelle communément GT7 et qui est dédié vraiment à tous les échanges d'informations multimodales pour l'information voyageur et aussi l'exploitation des services de mobilité. Donc, ça se fait au sein de l'AFNOR et du BENTRA. En plus de cela, donc, j'ai la casquette on va dire, de représentante de ce groupe de travail au sein du groupe de travail au niveau du SEN, donc du côté européen, un groupe de travail qui a notamment pour tâche de faire évoluer Transmodel, Netex et Siri. Et par le passé, j'ai aussi une certaine expertise sur GTFS, GTFS-RT et GBFS, donc ce qui permet de construire des passerelles entre toutes ces normes et standards. Excellent. Et puis, en fait, tu es l'intervenante parfaite pour ce webinaire, je crois. Même si Maxime a des arguments aussi, qu'il va peut-être nous expliquer maintenant. Ah non, effectivement, je pense que Tuto est la bonne personne. Merci Ghislain. Bonjour à tous, Maxime Siret, donc entrepreneur, chef de produits numériques du Point d'accès national Transport Data Gouv au sein de la DGTM, comme Georges tout à l'heure, qui vous a présenté l'introduction. Voilà, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qu'on va faire, nous, au sein du PAN, du Point d'accès national, sur ce sujet du GTFS et du NETEX. Tout comme Tuto, j'ai aussi une expérience dans le passé sur les données de GTFS, GTFS-RT également, mais le NETEX, c'est vraiment pour nous aussi l'avenir, et le Thierry également. Donc, on en parlera un peu plus tard dans plutôt la partie 2 nous concernant, mais hâte
d'échanger avec vous, de répondre aux questions des collectivités et des participants qui sont là aujourd'hui et qui ont eu le courage de nous rejoindre un lundi matin à 9h pour commencer la semaine du bon pied. Voilà. Tu fais bien de le pointer, c'est un bon test et c'est un test plutôt réussi par les uns et les autres puisqu'on est assez nombreux ce matin et on a la quantité et la qualité des participants. Donc, je pense qu'on va bien démarrer la semaine ensemble. Merci Maxime, et donc toi aussi tu as beaucoup d'arguments pour être présent ce matin. Ce que je vous propose, c'est de commencer, et je pense que Tuto, tu vas avoir pas mal d'éléments introductifs sur cette première partie de génération et de production des données. Donc c'est aussi d'où elles viennent. Il y a bien sûr les questions de qualité de la donnée, et la standardisation de ces données fait partie de la qualité d'une donnée, forcément. Mais on peut aussi parler de voilà le rôle des logiciels en amont, d'où viennent cette donnée, dans quel format elles sont aujourd'hui, vers quoi on va, qu'est-ce qui est souhaitable. Et puis, et je pense que Maxime, tu prendras peut-être la parole sur la question aussi des convertisseurs, parce qu'avant de publier la donnée, aujourd'hui, il y a des conversions qui sont possibles entre format GTFS, format NetEx, par exemple, et il y a des nouveautés en la matière. Donc, je vous propose d'aborder ces différents sujets, et puis évidemment d'autres que vous voudrez aborder ou qui nous seront suggérés dans la discussion. L'intérêt aussi d'avoir trois parties, hein, c'est de prendre les discussions et les sujets de discussion et les questions au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas dans le chat à vous signaler, à intervenir en levant la main. Est-ce que Tuto, tu veux démarrer là-dessus? Tu peux peut-être prendre l'écran même pour avoir plus de flexibilité. Je crois que tu avais prévu quelques slides, il me semble. Oui, Non, mais c'est ça? elles sont, Elles sont là. regarde, S'ils juste, préfèrent elles que sont là. tu me laisses passer les slides, d'accord. Mais parfois, Voilà, parfait. très bien. Comme ça, on Comme ça, évite les j'essaierai quelque aléas chose. C'est techniques. très bien. Non, non, c'est pour juste éviter les aléas techniques. C'est bien plus simple Vas-y. comme ça. En fait, en complément de ce qu'a dit Georges dans sa présentation, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'écosystème de transmodèle de l'ensemble des normes européennes, c'était vraiment pour faciliter l'interopérabilité entre les systèmes. Donc, vraiment au-delà de l'information voyageur, mais vraiment d'avoir des briques communes pour faire finalement pour construire l'offre de transport et son pendant numérique, ou en tout cas pour des échanges intersystèmes. Et c'est vraiment ce que représente ce schéma-là, qui, bien sûr, donc les slides vous seront diffusés, vous pouvez le regarder, mais comme toute personne qui gère une offre de transport, ou en tout cas qui la définit, on voit bien qu'une offre de transport se construit sur plusieurs briques. Donc, il y a des briques qui vont dire plus physiques, donc celles qui sont vraiment en bas du schéma qui est présenté là, et qui est vraiment la description de l'infrastructure de l'offre de transport, donc à la fois sur l'ensemble des actifs, du matériel roulant, mais aussi toute la partie, on va dire plutôt ressources humaines de l'offre de transport, et aussi de tout l'historique que porte chaque opérateur, chaque collectivité, chaque AO. Et ces éléments-là peuvent être décrits à travers certains concepts donc de transmodèle qui vient vraiment décrire l'ensemble des éléments nécessaires à cette articulation, ou en tout cas cette représentation numérique de cette partie infrastructure. Ensuite, il y a toute la partie juste au-dessus de gestion de l'offre, puis une fois qu'on a géré son offre, de définir comment est-ce qu'on la vend, donc la partie gestion de l'offre tarifaire. Et enfin, in fine, et c'est vraiment la partie, on va dire, visible de l'iceberg, qui est l'information voyageur. Donc, comme l'a vraiment expliqué Georges, c'est l'idée de la Commission européenne quand il y a eu à la fois la directive ITS puis le règlement délégué MMT, c'est de dire tous ces éléments-là aujourd'hui ne peuvent plus se faire à la main. Voilà, le temps est fini où on arrivait encore à gérer une offre avec son bon calepin, son crayon et un tableur simplifié. Aujourd'hui, au vu de la complexité des éléments à prendre en compte pour définir une offre de transport, pour l'adapter aux aléas du quotidien, enfin la pandémie a été un très bon exemple, on doit se reposer sur des outils de système d'information, des outils d'échange aussi intersystèmes, et notamment je pense à la billettique, et aussi des bases de données qui deviennent de plus en plus riches. Il serait complètement dingue de se dire que chacun va créer sa propre base de données, chacun doit repasser du temps pour décrire comment est-ce que je gère ma flotte, comment est-ce que je gère la rotation voilà, de mes conducteurs, par exemple, ou alors comment est-ce que je redéfinis une zone billettique, d'où l'idée de dire on va avoir ce modèle de données qui nous sert vraiment de référence, et des formats d'échange pour vraiment faciliter l'échange d'informations entre les systèmes. Et ça permet aussi de bien articuler
articuler la partie planification, donc qui correspond vraiment à Netex, avec la partie temps réel qui correspond à Siri, mais aussi toute la partie historisation Opera, donc qui est un standard basé sur Transmodel qui est en cours de finalisation et qui va permettre vraiment d'échanger aussi des informations statistiques sur la réalisation, la performance d'une offre de transport par rapport à ce qui était demandé. Donc aussi toujours dans cette idée de dire il faut faciliter la partie mise en concurrence de l'ensemble des systèmes de transport. Donc vraiment le message qui est important, c'est de dire euh, Netex et Siri, c'est au-delà vraiment de cette information voyageur et ça doit venir soutenir vraiment un échange fluide entre des systèmes d'information dédiés à l'offre de transport public. Et peut-être aussi préciser, je crois qu'on a oublié de le préciser en introduction, mais ce matin, on va essentiellement parler du monde du transport public. On ne s'interdit pas, bien sûr, de parler des adhérences avec tous les autres modes de transport qui sont d'ailleurs concernés notamment par Netex. Mais ce matin, parce qu'on n'a qu'une heure trente malgré tout, on va quand même beaucoup parler de transport public. Et puis, bien sûr, dans les questions, on pourra parler d'adhérence avec d'autres modes de transport. Mais donc, il faut aussi prendre ce que vient de dire Tuto d'abord pour le transport public, tout en ayant en tête que ça peut aller bien au-delà par ailleurs, et on aura l'occasion, je pense, de l'aborder dans d'autres webinaires ou dans d'autres cas. Tu voulais passer à la slide suivante, Tuto? Ou peut-être il y a déjà des Euh, questions, des réactions à ce stade. D'ailleurs, je n'en ai pas encore en vue dans le chat. non, il n'y a pas Est-ce que de... tout le monde avait cette vision-là des choses que des standards comme Netex et Siri, et c'est peut-être une grosse différence par rapport à GTFS, ils ont moins été conçus pour le calcul itinéraire ou pas uniquement, et c'est un seul des aspects, un seul des sujets, mais ils cherchent à traiter de sujets qui sont très en amont sur ce qui a été évoqué sur l'offre tarifaire, l'offre en général et l'infrastructure. Est-ce que tu aurais peut-être quelques exemples tuto de ça dans la pratique et je vois euh, il y a déjà de l'intérêt pour Oprah aussi qui est évoqué. Du coup, je peux peut-être dire quelques mots, mais est-ce qu'il y a aussi des exemples que tu pourrais donner au-delà de l'information voyageur? Concrètement, comment c'est utilisé Netex et Siri sur ces briques d'offres tarifaires, d'infrastructures ça peut être bien. Et puis peut-être qu'il y aura aussi des réactions de collectivités qui les utilisent déjà, pas uniquement pour l'information voyageur du coup. D'abord sur Oprah, peut-être tuto, et puis Oui, ensuite. oui, bah alors Oprah étant, c'est ce que je disais, est en cours de finalisation. L'idée d'Oprah, c'est de vraiment essayer d'historiser l'ensemble de l'offre telle qu'elle a été faite par rapport à ce qu'elle a été planifiée et pouvoir calculer des niveaux de performance au niveau de, par exemple, la ponctualité ou le pourcentage de disponibilité des véhicules, etc. Et l'idée est vraiment que l'ensemble des AO puissent avoir une sorte de systématisation de l'ensemble de la vision de ce que leur fournit leur transporteur pour pouvoir, lorsqu'il y a des mises en concurrence, pouvoir comparer d'un transporteur à l'autre. Mais ça, je reviendrai peut-être plus tardivement dessus, ou en tout cas, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion, puisque Oprah est en cours de finalisation. Donc, Oui, voilà, certains arbitrages sont encore en cours, mais par exemple, un exemple très simple d'usage de Siri sur donc Siri sur le temps réel, sur de l'intersystème, ça peut être vraiment pour de la gestion de flotte, avec des remontées d'éléments sur, bah, par exemple, la capacité ou le taux d'occupation en temps réel des véhicules qui vont remonter au central et qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui tout à fait visibles dans l'information voyageur. On a aujourd'hui beaucoup pris l'habitude de voir dans certaines régions, pour certaines plus grosses AO, des taux d'occupation qui vont dire estimés, ou en tout cas sur la base d'une certaine historisation, mais le temps réel aujourd'hui, à l'instant T, reste encore beaucoup dans les systèmes, voilà, pour s'assurer qu'il y ait une certaine rotation des véhicules, ou en tout cas pour pour l'exploitation. bénéficier voilà, pour l'exploitation vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des questions, réactions sur cette partie-là supplémentaires?
Est-ce que Maxime, peut-être tu veux compléter sur pour revenir sur cette partie, notamment information voyageur. Aujourd'hui, la manière dont ça se fait, je pense que euh, comme il y a un historique d'usage de GTFS et de GTFS RT, la plupart des producteurs de données opérateurs vont produire information voyageur en GTFS, mais il y a aussi de la publication qui se fait en ETEX via des formes de conversion, et notamment le convertisseur mis à disposition par le Point d'accès national depuis au moins 2 3 ans, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus. Est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus, à la fois sur cet historique, où on en est aujourd'hui, quelles sont les pratiques et comment c'est en train d'évoluer aussi de votre côté? Ouais, carrément, je peux parler de ça, mais du coup, si tu veux me passer les slides, parce Vas-y. j'avais prévu deux, trois slides de présentation du PAN pour ceux qui n'ont pas forcément tout en tête. Ouais, donne-moi un petit instant. J'avais Comme ouvert. ça, je présente d'abord le PAN rapidement pour ceux qui n'ont pas tout en tête, et après, j'aborde ta question, si ça te Ouais, va. bien sûr, bien sûr. Attends, je te laisse démarrer parce que je, il faut Ouais. que je récupère. Désolé, j'ai dû me les envoyer vendredi. Sinon, tu peux prendre le partage d'écran si tu les as sous la Ah, mais main, hein. c'est dans la slide, hein. Si tu peux passer les slides, c'était intégré. Ah, d'accord. Hmm. Non, il n'y avait pas besoin de quitter. Attends, pourquoi ils sont pas affichés? Mais alors, je sais pas où tu l'as mis. Ah, d'accord, ok. Attends, pour moi, c'est parce que tu l'avais mis plus tard. Hop, on va y arriver. Et voilà. Ouais, tu peux passer à la première slide. Ouais, donc, je vais faire une introduction rapide sur le PAN parce que pas certain que tout le monde ait tout en tête et c'est bien de poser le cadre pour ensuite vous Mhm, répondre bien sûr. sur JDF Netex. Donc, rapidement, Transport à Gouv, sans prendre trop de temps, c'est un produit numérique qui a été issu d'un règlement délégué européen. Georges en a parlé en introduction, je crois bien. Tu peux passer juste là. C'est donc un point d'accès national de transport qui est multimodal. Il y a aujourd'hui un point d'accès national aussi qui est routier, Bison Futé. Nous, on se concentre aujourd'hui sur les données multimodales. C'est un produit qui a été créé en 2017, le PAN, donc ça remonte, hein. Ça fait maintenant 8 ans. Mais il a été, disons, transféré, pérennisé à la DGTM en 2021. À la base, c'était chez Betagouv en tant que start-up d'État. Et aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes. Parce que ça, je voulais préciser parce que je suis pas certain que tout le monde ait ça en tête, mais le PAN aujourd'hui, il y a 4 chargés de déploiement, 4 développeurs, un coach produit, et puis moi en tant qu'entrepreneur. Donc, on est une équipe de 10 personnes aujourd'hui, et on assure le support entre toutes les entités du monde du transport. Vas-y, Ghislain, tu peux passer, hein. Vas-y, vas-y. Donc, notre mission du PAN aujourd'hui, on essaie de la résumer comme ça. Notre but, c'est vraiment de faciliter les déplacements des Français en leur permettant de trouver des modes de transport durables, appropriés quand ils se déplacent. Vas-y, passe juste là. Désolé, il y a trop d'interactions. Donc, le PAN aujourd'hui, j'essaie de le résumer assez facilement quand la personne me demande. C'est un petit peu, vous imaginez une médiathèque numérique. Dans la vraie vie, une médiathèque, c'est quoi? Il y a des écrivains, il y a des lecteurs. Nous, nos écrivains, ce sont nos producteurs de données. On a des producteurs de données de transport en commun classique, hein, Keolis, RATP, Transdev, etc. Et on a aussi des producteurs de données de multimodal, vélo, covoiturage, autopartage. Et de notre côté, on a les lecteurs, donc ceux qui viennent à la médiathèque pour aller lire des livres et se renseigner. Euh, Nous, ce qu'on appelle les réutilisateurs, qui sont de plusieurs typologies. On a des réutilisateurs qui sont des chercheurs, des étudiants, on a des TPE, des PME qui veulent répondre à l'appel d'offres et qui veulent, je sais pas moi, savoir où sont les arrêts de transport en commun proches de toutes les bibliothèques, par exemple. Et ils vont aller chercher les arrêts sur le PAN. Et on a également des utilisateurs qui sont beaucoup plus gros, que sont notamment les calculateurs d'itinéraires comme Google Maps, Apple Maps, Citymapper, Transit. Je crois que j'ai vu que Transit était là d'ailleurs dans les participants, donc bonjour, je crois que c'est Tim qui est là. Donc voilà, on a ces deux entités-là. Historiquement, ces entités-là, elles se parlaient pas beaucoup. En tout cas, il y avait une difficulté d'accès aux données. Les données coûtaient cher, on ne les trouvait pas forcément bien et c'était pas forcément maintenu et de qualité. Et c'est comme ça, dans cet état d'esprit, qu'a été créé le PAN en 2017. En fait, le PAN s'est inséré dans l'écosystème pour faire le lien entre ces deux entités-là en tant que tiers de confiance avec un tampon Marianne, hein, où on garantit que les données sont à jour, de qualité et donc, in fine, réutilisées.
Voilà, c'est nos trois mots clés hein, sur le PAN, c'est ça, c'est la quantité des données qui doit être exhaustive, la qualité des données, donc là on est dedans aujourd'hui avec Netex et GTFS, et également la réutilisation, parce qu'on a beau avoir une médiathèque bien belle avec plein de livres à lire, si personne vient les lire, c'est joli, mais ça sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on a aussi pas mal de travail à faire sur les réutilisations. Et donc voilà un petit peu comment on se place dans l'écosystème. Tu peux passer, Gislain. Bien. Hop. Là, j'ai mis une display Ah, rapide, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu quelques-uns de nos partenaires. Il y en a évidemment beaucoup plus que ça, mais je vais pas tous les mettre. Mais c'est pour vous mm, illustrer qu'en fait, on travaille beaucoup avec tout l'écosystème, que ce soit les producteurs, les réutilisateurs, les entités administratives, évidemment, la NAPCOR au niveau Europe, la DMA pour l'accessibilité, la FAMMOB. D'ailleurs, je vous ai même pas remercié, mais merci pour le webinaire et l'invitation. Voilà, on a le CEREMA, on a vraiment plein d'acteurs. On a des acteurs aussi type Mobility Data qui mettent le standard GTFS. Voilà, on essaie d'être vraiment au milieu de tout cet écosystème-là. Euh, Vas-y, Gislain, tu peux passer. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais mentionner aujourd'hui parce que même si c'est pas le sujet, hein, je passe 30 secondes dessus, mais historiquement, on connaît le PAN pour les transports en commun. Mais en fait, le PAN a évolué ces dernières années avec la mobilité, notamment post-Covid. Et aujourd'hui, on s'adresse à toute la mobilité décarbonée. Donc, on n'a pas que les bus, les métros, les tramways, les ferries, mais on a également les bornes de recharge électrique, l'autopartage, le covoiturage et les VLS. Donc les VLS, c'est les vélos libre-service, les trottinettes, free floating. Donc on essaie de référencer un peu toute l'offre de transport qui permet in fine de décarboner nos transports et de remplacer en tout cas de se complémenter à la voiture individuelle. Donc voilà un petit peu ça parce que je le mentionne parce que c'est important quand on crée des cartes d'itinéraires multimodaux, bah, d'avoir des données multimodales et on n'a pas que du bus ou du métro. Et le Nutex d'ailleurs et Siri, ça reste pas uniquement au mode de transport en commun classique. Mais bon, ce sera l'occasion peut-être de revenir. d'y revenir plus tard. Et donc pour répondre à Absolument. la question, je pense que c'est la prochaine slide si je ne me trompe pas. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on a un convertisseur sur le PAN qui permet de convertir des données du format GTFS au standard NetEx, pardon. Euh, ça a été créé il y a quelques années, effectivement, pour répondre à un besoin tout simple de se mettre en conformité avec la loi, ce qui était totalement logique à ce moment-là, parce qu'il y avait aussi un besoin des producteurs de données pour avoir ces jeux de données en latex. Le problème, en fait, c'est que, comme l'a très bien dit Georges, et l'ont très bien dit Georges et Tuto au départ, le NetEx, c'est un format de données qui est plus riche que le GDFS en termes d'information voyageur. Or, nous, on proposait un outil qui permet de convertir un format moins riche à un format plus riche. Donc, vous imaginez bien, quand on parle d'un format qui est moins riche comme le GTFS, quand on convertit du GTFS en NetEx, on va pas faire des miracles, on va pas créer un NetEx enrichi, alors que les données de base le sont pas. Donc, effectivement, ça n'a pas d'intérêt tout à fait entendable de se mettre en conformité avec la loi. Par contre, nous, ce qu'on pensait au PAN et au ministère, c'est que en gardant cet outil-là, on n'encourageait pas l'écosystème à tendre vers un enrichissement des données, notamment la production de données textes natifs. Aujourd'hui, on n'a que 28% à peu près de nos données transport en commun de textes qui sont des textes natifs, ce qui veut dire que le reste sont des textes qui sont convertis et issus d'un GTFS. Et donc, en fait, nous, on pense que l'intérêt de se convertir du GTFS en NetEx est assez pauvre, au final, puisqu'in fine, les voyageurs ne bénéficieront pas de la valeur ajoutée qu'offre le NetEx, puisqu'il aurait été converti d'un GTFS. On pense même qu'à terme, s'il y a besoin, même si on privilégierait évidemment des exports natifs dans les deux formats, ce serait plus logique de faire un convertisseur NetEx vers GTFS que l'inverse. Donc, cette compétition-là s'arrête au 1er juin. On a fait une communication depuis quelques mois. Je pense que enfin, j'espère que la plupart des gens ici présents aujourd'hui, surtout côté producteurs, ont été mis au courant. Si c'est pas le cas, on en reparle aujourd'hui. On a aussi mis à jour la page d'accueil du PAN. Tu peux passer, je pense, Ghislain, je crois que j'ai mis un screenshot. On a mis aussi à jour notre documentation, effectivement. Et si tu passes, voilà, là, c'est live depuis la semaine dernière, mais il y a un bandeau bleu là qui s'affiche sur le site du PAN pour vous rappeler aussi ce changement à venir.
Voilà, donc après, nous, le PAN, on est vraiment, comme vous l'avez vu dans le schéma, on est au cœur de l'écosystème, mais on n'est ni producteur ni réutilisateur. On est là pour accompagner les deux. Donc, évidemment, si vous avez des questions sur comment passer de ce convertisseur-là qui va disparaître à une situation de conformité avec la loi, comment produire un texte, etc., on peut vous aider, on peut répondre à vos questions, on peut vous accompagner. On ne va pas produire pour vous, on ne va pas réutiliser pour vous, mais on va vous aider à faire de, à faire de ces usages, des usages qui soient logiques et qui soient utiles pour l'information voyageur in fine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Justin, sur le rôle du... Euh, pour moi, c'est très clair. Peut-être que les uns et les autres voudront plus justement de précision ou réagir à ça. Et peut-être une question que je peux poser aux uns aux autres, c'est en tout cas parmi les participants ce matin, est-ce que certains d'entre vous utilisaient cette conversion automatique? Alors comme elle est automatique, ça se trouve, c'est peut-être entièrement au courant, vous l'utilisez aujourd'hui. Peut-être qu'elle est appliquée sans que vous en ayez conscience toujours, mais est-ce que certains sont concernés par cette évolution ou est-ce que c'est finalement quelque chose d'assez indolore? Euh, et est-ce que c'était quelque chose sur lequel vous comptiez? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel peut-être il y a des évolutions que vous êtes en train du coup de mettre en place? Enfin, voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose, un sujet qui était déjà visible pour certains d'entre vous? Euh, Et pendant que les uns et les autres éventuellement, réagissent, il y a une intéressante discussion dans le chat de réunion que vous pouvez consulter, mais sur ce sujet d'Opera, le lien avec justement les standards NetEx Siri et avec l'écosystème GTFS et qui illustre d'ailleurs les limites de l'interopérabilité entre deux écosystèmes différents, même s'il y a des ponts possibles. Et puis il y a moi, je trouve ce qui ressort, en tout cas sur cette question d'Oprah, et ça illustre le fait que dans l'approche européenne, il y a des normes qui sont finalement créées en réponse à des exigences réglementaires actuelles ou futures qui sont envisagées. Il me semble que pour ce qui concerne Oprah, ce que j'ai compris, c'est que une évolution du règlement, alors plus ou moins validée, mais qui un jour se fera, c'est justement d'exiger, par exemple, de fournir de l'information sur tout ce qui est retard ou performance d'un service de transport. Et que quelque part, là où Oprah a du sens, c'est qu'un jour, on exigera ça des opérateurs de transport. Et puisqu'on l'exigera ça un jour, eh ben, il faut avoir les bons outils pour le faire. Et donc, c'est aussi dans cette approche-là que se fait Oprah, tout comme Netex et Siri répondent à une obligation de publication des données en Europe. Et en tout cas, c'est une réponse à ça, au-delà des autres fonctionnalités. Enfin, il y a un petit peu cette logique-là qui me semble toujours à l'œuvre entre normalisation européenne et réglementation européenne qui essayent autant que possible d'aller ensemble. Euh, Alors, et- ce qui me permet Vas-y, peut-être de vas-y. rebondir, puisque j'ai répondu dans le chat, Ouais. vraiment, si on revient, si tu reviens par exemple à la slide 13, qui était le schéma que j'avais présenté, ça permettra de faire aussi le lien avec la question sur Tides, qui est plutôt Mhm. sur la spec qui est en train d'être construite en Amérique du Nord sur les données opérationnelles. Dans le schéma que j'ai présenté, toute cette partie qui est couverte par l'opérationnel pur, aujourd'hui existe déjà dans Transmodel, Netex et Siri, et c'est vraiment on va dire les trois briques du bas de la slide oui, que j'avais présentée. Donc, en tant que tel, les experts européens de Netex et Siri, aujourd'hui, on a tous regardé de loin Tides, mais on essaye de vraiment comprendre, et c'est peut-être une question, on va dire, à l'écosystème plus général de GTFS, GTFS-RT, puisque Tides fait partie de cet écosystème, c'est quels sont les concepts qui vont être repris? Est-ce qu'il va y avoir un modèle conceptuel de données tel que nous, on l'a fait dans Transmodel qui permet de dire, bah, OK, on définit par exemple les données de comptage de la même manière sur l'ensemble des standards et dans ces cas-là, oui, on peut commencer à construire des correspondances. Ou est-ce que c'est des choses qui sont vraiment faites en te disant, bah, j'ai 3-4 fournisseurs de données, d'opérateurs de comptage qui décident de mettre cette spec et de définir l'ensemble des relations et on rajoute petit à petit. Parce que c'est là où c'est un peu différent, on va dire, c'est que, comme l'a expliqué Georges, sur les normes européennes,
NetEx, Siri, Opera, mais on en a d'autres puisqu'on a aussi toute la partie de systèmes à bord, donc tous les systèmes embarqués. On a cette chance d'avoir Transmodel qui nous sert vraiment de dictionnaire, donc on va utiliser les mêmes termes et ce qu'on définit à travers NetEx, Siri et Opera et les systèmes embarqués et les autres, c'est vraiment la manière dont les échanges de données se font. Donc la manière dont on va construire les fichiers d'échange d'informations sans toucher à la partie purement conceptuelle. Ce qui ne veut pas dire que Transmodel n'évolue pas, puisqu'on est dans une partie de révision aujourd'hui au niveau européen, donc qui va se finaliser cet été, où on est venu rajouter plusieurs concepts. Dans Transmodel, on en a simplifié certains, et notamment tout ce qui va être lié à la gestion de flotte, donc la partie gestion de l'offre, pour décrire très précisément l'implémentation des sièges dans tout véhicule roulant qui permet de sélectionner son siège. Donc, on pense assez rapidement à tout ce qui se fait sur le train, longue distance et moyenne distance, mais ça peut être aussi des ferries dans les pays nordiques pour venir soutenir des échanges intersystèmes de billettique, de réservation, de distribution, dont parlait Georges aussi tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment on va dire, cette imbrication qu'on a, nous, et cette chance-là qu'on a avec les normes européennes, qui est on définit des concepts et après, on va aller chercher juste le concept qu'il nous faut ou les éléments ou les attributs dont on a besoin pour un échange spécifique. Donc, par exemple, la réservation que je mentionnais. Et peut-être, on peut signaler la slide juste d'après. euh, Si. qui est, voilà, tout à fait, qui est apparu, qui est donc, on a parlé de transport public et tu l'as précisé, Ghislain. Transmodel voit vraiment le transport public pas que comme on va dire, le mode conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui va être bus, train, tram, dont on a plus l'habitude, mais vraiment l'ensemble des modes de transport qui sont aujourd'hui ouverts à l'ensemble du public et auxquels l'ensemble du public peut accéder, même s'il peut y avoir des conditions d'usage. Donc, par exemple, on voit bien que un véhicule partagé ne peut pas prendre autant de personnes qu'un bus ou un tram. Idem avec le covoiturage ou la location de véhicules qui dit que ben, dans ces cas-là, il faut quand même avoir les bons permis de conduire. Mais voilà, quand je parle de transport public au nom de Transmodel, c'est vraiment toute la partie, on va dire, en vert, turquoise, bleu, qui est agnostique aussi du type de véhicule. Donc, on a vraiment distingué la partie moyen de transport avec le fonctionnement du transport public. Très bien, merci beaucoup. Alors, on, on avait aussi une réaction côté ECOV qui illustrait le fait que euh, la logique de convertisseur, dans tous les cas, elle a aussi ses limites parce que, alors, c'est un cas spécifique, c'est le cas aussi du covoiturage, des lignes de covoiturage chez ECOV, donc c'est une forme étendue de transport public, d'ailleurs, c'est aussi dans le slogan d'ECOV, il me semble. Mais c'est un besoin de maîtriser justement le format de la donnée et que le fait d'être en natif, on maîtrise mieux ce qu'on fait que quand on injecte un truc dans un convertisseur et on a quelque chose à la sortie qui est conforme, mais qui peut-être répond pas exactement aux besoins ou à ce qui était attendu. Et que l'intérêt de faire les choses en natif, c'est qu'on a une certaine maîtrise des choses. Euh, Sur cette question de publier des données nativement en ETEX, alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que ça veut dire un ETEX natif, c'est cette idée que elles n'ont pas été converties. Peut-être on peut même élaborer, vous pourrez peut-être élaborer sur ce que ça veut dire foncièrement être natif, mais il y a l'idée que ça vient on passe d'une donnée brute antérieure, enfin de ce qu'il y a avant, à d'une ETEX, par exemple, directement, ou du Siri. C'est peut-être utile d'expliquer, de rappeler ce qu'il y a avant NetEx ou Siri dans la chaîne de production de données, d'où vient cette donnée-là, et quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui en la matière, parce que c'est ça. Je pense que les uns et les autres, on a tous eu des échanges avec des opérateurs, avec des AOM qui pointent le fait que parfois c'est difficile dans un appel d'offres d'obtenir des outils qui soient nativement capables de le faire, ou alors c'est que oui, les outils ils existent, mais les données qu'on a en amont, elles permettent pas forcément de le faire, ou alors on a une version d'un logiciel qui, dans une version ancienne, ne permet pas de le faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de difficultés liées à ça, sur lequel on peut peut-être s'attarder un petit peu, dire quelques mots. Est-ce que
les choses évoluent positivement et est-ce qu'elles peuvent évoluer encore davantage en la matière? Mais déjà, peut-être Alors, déjà expliquer ce qu'il y a avant et puis ensuite en l'état fait, des je lieux. pense que pour ça, le meilleur schéma, c'est vraiment la slide de Georges qu'on a eu au début. On te fait Celle-ci? naviguer dans les slides. Pas de problème, pas de problème. Excellent. Mais qui représente vraiment à quel point l'ensemble des outils, des logiciels aujourd'hui sont interconnectés, que ce soit, on le vit au quotidien, hein, entre les outils de planification, donc graphicage, etc., avec les SAE, avec les systèmes de billettique. Donc aujourd'hui, on se doute bien que si ce sont des logiciels, c'est que derrière, il y a toute une partie base de données, gestion en interne de ces données, voilà, toute la partie, on va dire, cachée par l'utilisateur qui généralement ne voit que son interface qui est très bien construite et qui permet de manière intuitive de construire ou de gérer une offre de transport, un export natif et de dire si l'ensemble de ces logiciels, de la partie, on va dire, base de données, connexion entre les concepts et les fonctions de chaque logiciel se fait avec des concepts issus de transmodèles ou enfin voilà, donc l'usage, on va dire, des attributs de NetEx et Siri. Du coup, il semble assez évident que l'ensemble de ces données peuvent juste être extraites, on va dire, de ces bases de données, de ces logiciels, pour pouvoir faire un jeu de données nativement en NetEx ou en Siri, mais aussi en GTFS et en GTFS RT. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que parmi les membres du GT7, on a aujourd'hui déjà des producteurs de logiciels qui offrent ces solutions de dire on vient prendre l'ensemble des données que vous avez, on les agrège, on vous aide à les enrichir et on vous permet de les publier dans le format que vous voulez. Du coup, aujourd'hui, est-ce que les principaux logiciels qui font de la planification, les principaux logiciels de type SAE, donc quelque part produisent de la donnée en temps réel, parce que c'est d'eux que viennent a priori l'information qu'on cherche à plus en temps réel, est-ce que c'est leur rôle d'assurer la production de NetEx, de Siri éventuellement? Est-ce que c'est leur rôle d'une part? Et si c'est bien leur rôle, est-ce qu'ils sont tous en capacité de le faire globalement, en tout cas on va dire les principaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est évolutif? Est-ce que tu as une vision de ça, toi, Tuto, ou Maxime ou Georges, bien sûr, ou quelqu'un d'autre, ou quelle expérience des uns et des autres d'ailleurs, hein, s'il y a des collectivités ou des opérateurs qui veulent réagir là-dessus sur votre expérience. Mais toi, Tuto, ta perception, puisque notamment il participe au GT7, c'est quoi l'état des lieux en la matière? Est-ce que ça évolue? Alors oui, sachant que historiquement, il y en a qui avaient déjà basé leur solution vraiment sur Transmodel, NetEx et Siri. Donc je sais qu'il y en a qui sont en capacité de le faire. Je ne nommerai pas tous les membres du GT7 Non, qui non. aujourd'hui vraiment se mettent. Mais voilà, donc il y en a Puis tu peux qui partager font la ça. liste, par contre, si tu veux, s'il y a un lien, c'est comme ça, tout le monde pourra se référer. Il y en a qui font ça depuis très bien, depuis 10, 15 ans. Il y en a qui sont en train de s'y mettre pour vraiment proposer ça aux AO. Et vraiment, le message, en tout cas, tel que je le vois, et peut-être que certains d'entre vous ont une vision différente et je veux bien être challengée sur la question. Mais pour moi, c'est vraiment pas aux AO, aux collectivités d'aller faire du NetEx à la main. Mhm. Comme tout comme je ne conseille pas de faire du GTFS à la main, parce que voilà, bonjour le casse-tête pour retrouver ses petits quand on a un changement. Mais pour moi, là, c'est vraiment aux solutions de s'adapter, de proposer des choses qui permettent à leurs clients d'être en conformité avec ce qui est demandé d'un point de vue réglementaire. Parce que, enfin voilà, c'est encore une fois, c'est ma perception des choses. D'accord. Mais du coup, pour toi, aujourd'hui, il n'y a plus de problème de ce côté-là. On va dire qu'on est Alors, plutôt. Parce que, je pense enfin, que je veux te dire, j'ai parlé avec Agir Transport, qui d'ailleurs a diffusé hein, ce webinaire, et il me disait que, enfin, du côté central d'achat des transports publics, ça reste parfois dans les marchés qui essayent de passer de manière groupée pour tout un tas d'opérateurs et d'AOM. C'est un sujet qui, malgré tout, on sent que c'est pas totalement mature, quoi. Enfin, que tu fais un appel d'offres, t'as pas toujours la réponse que tu voudrais en la matière. Donc, où est le manque aujourd'hui et comment ça peut évoluer? Enfin, est-ce qu'on a des billes là-dessus ou de Alors manière pratique? peut-être que Maxime et Jean, je peux en parler dans la mesure où on sait que tous les D'accord. outils aujourd'hui ne sont pas en capacité Ok. de faire ça, de proposer Donc, il y a encore des outils qui doivent ces évoluer, on options. va dire. Il y en a qui le font et il y Voilà, en a qui voilà. le font pas encore et qui, ok, c'est ça Et l'idée. sans trop spoiler, il y a effectivement côté des GITM Hmm. et DMA et autres, on va dire une Hmm. communication prévue sur le sujet, mais peut-être que Maxime ou Georges peuvent en parler plus précisément. Oui, oui, je peux en parler. On a prévu de communiquer bientôt
on ne sait pas encore quand exactement, mais sur le fait d'avoir une communication ouverte sur appeler tout l'écosystème, notamment des SI des boîtes qui aident les producteurs à faire une texte à aider ces producteurs-là justement à se mettre en conformité avec la production de données texte et Siri. Voilà, je peux pas trop en dire plus parce qu'on attend encore des validations pour être tout à fait transparent avec vous. Donc, j'espère vous en parler plus prochainement. Mais le but, c'est vraiment d'encourager tout l'écosystème et de mieux communiquer là-dessus pour Mm. avoir une dynamique qu'on a déjà commencé à faire avec ce convertisseur-là justement qui s'arrête et les éléments qu'on met en place, les communications, ce webinaire, etc. Le but, c'est vraiment de poursuivre dans cette dynamique-là pour accélérer et d'encourager en même temps tous les producteurs à aller dans ce sens-là. Donc, Ouais. j'espère vous en parler plus en détail bientôt, mais pour le moment, je m'y risquerai pas trop. Mais en tout cas, il y a cette idée que pour aller vers l'adoption des textes et Siri de manière globale, il faut que tous les maillons de la chaîne en fait collaborent et Exactement. évoluent dans ces directions. On a parlé du convertisseur, on a parlé des systèmes en amont, et c'est vraiment un ensemble parce que côté collectivité, encore une fois, il faut ou côté opérateur, il faut que les choses soient disponibles. Oui, on On, est on- conscient que les producteurs, pour eux, c'est un coût. Enfin, nous, on arrête le convertisseur, on sait qu'en faisant ça, on rend pas vraiment service strictement, je dirais, aux producteurs, puisque ça leur représente forcément des coûts derrière, de se mettre en conformité avec un vrai Netex. On sait que c'est compliqué, que ça coûte cher. Donc là-dessus, nous, on est pour vocation à les accompagner avec le pouvoir qu'on a. On n'est pas producteur, encore une fois, mais par contre, on peut les aider et à encourager l'écosystème derrière. Donc, c'est un peu le but de tout ça. Évidemment, ça va y aller crescendo, hein. On sait que ce serait bien qu'au 1er juin, tout le monde va venir chez nous avec une texte natif à 100%. euh, et c'est OK. Par contre, si ok. progressivement, les producteurs arrivent avec une texte natif et que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on a tous les jeux de données en texte, en fait, c'est ce qu'on aura gagné, c'est ce qu'on veut au final. Voilà. Et justement, on avait deux questions dans le chat qui font la transition vers la deuxième partie, c'est-à-dire la question de la publication. Une première qui portait sur qu'est-ce qui se passe au 1er juin, quelles sont les obligations en un sens de publication, et si du coup on a moins de publications en e-texte, enfin, voilà, est-ce que c'est bien, c'est mal, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y avait une question qui allait plus loin. Je suis en train de la reprendre, qui est sur finalement est-ce que toutes les informations contenues dans NetEx, Siri, Opera sont des données qui doivent légalement être partagées en open data, ou bien relèvent-elles de différents degrés de confidentialité? Et du coup, comment c'est géré la confidentialité si En gros, est-ce qu'une donnée standardisée est forcément en open data? Est-ce que c'est la même chose ou pas forcément? Et du coup, ça nous amène, il me semble, dans cette partie 2 de publication des données, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas, comment on le publie, et question de gouvernance, est-ce qu'avoir une donnée dans un format ouvert, normalisé, c'est forcément quelque chose qu'on est amené à publier en open data, c'est-à-dire de manière librement accessible et réutilisable? Ou est-ce qu'on peut aussi avoir la donnée normalisée dans les formats qu'on évoque ce matin pour des types d'échanges qui ne sont pas forcément de l'open data, mais qui sont quand même des échanges entre. Tu as évoqué, je crois, Tuto, déjà des échanges entre systèmes. Et l'idée des échanges entre systèmes, c'est d'imaginer que c'est pas totalement ouvert tout ça, pas par construction parce que c'est de l'opérationnel ou autre. Donc voilà, est-ce qu'on peut commencer à illustrer un petit peu tout ça en partant peut-être déjà de ces deux questions, et puis ensuite couvrir un petit peu l'ensemble du sujet de la publication de données et quel rôle jouent les normes en la matière. Qui, euh, qui veut se lancer? Peut-être déjà Maxime, côté point d'accès national, sur le côté 1er juin, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'était une question un peu plus dans le fil, hein, Oui, j'ai concrètement, qu'est-ce qui répondu. se passe le 1er juin? Ah, t'as déjà répondu. Si tu veux peut-être faire la réponse pour tout le monde, du coup. Oui, effectivement, on est au courant que le 1er juin, effectivement, il y aura potentiellement des producteurs qui ne seront pas en conformité avec la loi. On travaille avec l'RT étroitement là-dessus, hein. L'RT est évidemment au courant de tout ça. Voilà, on communique avec eux très régulièrement. Ils vont effectivement, nous, on n'est pas l'RT, hein, on est le PAN, on est, entre Mm. guillemets, on n'a pas vocation à dire si les données s'il y a un producteur ne respecte pas son obligation, c'est le rôle de l'ART. Et l'ART jouera son rôle là-dessus, avec évidemment une compréhension de Mm. l'actualité de l'écosystème et ils vont pas aller sanctionner au 1er juin tous les producteurs parce qu'il n'y a pas de taxe natif, évidemment. Ce Ouais. serait productif et ce serait pas très intelligent. Donc, eux, ils joueront leur rôle, ils le feront progressivement. J'ai pas le calendrier de l'RT exact
dans la tête et à partager. Donc là-dessus, je vous invite à les contacter si Hmm. vous voulez plus d'informations, mais ils sont disponibles, ils sont accessibles. Et en tout cas, c'est pas, il y a pas, ils sont, c'est pas l'image froide qu'on pourrait avoir. Ouais, ils sont super réactifs, les RT, donc n'hésitez pas à les Hmm. contacter et ils sont aussi compréhensifs. Voilà. Donc en fait, le côté carotte, c'est côté outil accompagnement, c'est chez toi. Donc toi, tu as le beau rôle. Et le côté bâton, mais compréhensif quand même, c'est le côté ART. C'est les deux rôles sont bien séparés. Il y a le good cop, le bad cop Voilà, t'as pour bien ces résumé. sujets-là. D'accord. Mais il n'y a pas Euh, vraiment de bad cop, hein. J'espère pas, en tout cas. Il n'y a pas besoin de bad cop. Bah, il y a comme les contrôles ART et tout ça. Enfin, voilà. Oui, oui, C'est son rôle. C'est un bad cop gentil, on va dire. Très bien. Et sur ces questions de est-ce que toutes les données normalisées sont forcément ouvertes? Est-ce qu'on peut illustrer des cas de figure où justement on a des données normalisées qui font l'objet d'échanges, mais qui ne sont pas forcément des échanges en open data, et pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est utile dans ces cas-là aussi d'avoir de la donnée normalisée? Peut-être plutôt c'est en développant ce que tu as déjà introduit avec ton schéma, puisque dans ton schéma de tout à l'heure, il y avait un certain nombre d'échanges, d'ailleurs, on est retombé dessus comme par miracle. Ici, peut-être, mais tu avais tout prévu. On voit bien que autant la partie information voyageur, en fait, on parle bien d'open data en règle générale, Tout à fait. mais peut-être s'illustrer ce qu'il en est sur les autres couches, et puis comme ça te permet aussi, toi, de développer le reste Oui, oui, que tu tout avais à fait. prévu sur Ben, cette slide. exactement. Puis c'est aussi ce que j'ai mis dans le chat. C'est qu'aujourd'hui, la partie open data est effectivement réglementée et c'est là où on va s'appuyer sur le règlement délégué dit MMTIS qui a dans son annexe la liste des catégories d'informations, donc l'ensemble des éléments, des données à partager en open data sur le point d'accès national. Mais par contre, sur toute la partie, on va dire, plus opérationnelle ou confidentielle des données, que ce soit sur la partie planification, donc des échanges qui peuvent se faire pour la billettique, par exemple, en ETEX, ou pour la gestion de la flotte en temps réel en Syrie, voire plus tard sur des données en OPRA, ce sont des échanges qui sont vus comme des échanges, on va dire, de gré à gré, en tout cas entre deux systèmes, entre deux acteurs. Et dans ces cas-là, libre à eux de se mettre d'accord sur le type d'informations qu'ils veulent se partager, qu'ils veulent remonter, de comment le faire et de quelle partie, on va dire, de chaque norme ils veulent utiliser. On peut aussi penser à des échanges de données en temps réel qui sont plus, on va dire, sensibles, par exemple, d'un point de vue commercial, et ces échanges-là peuvent aussi se faire via des data spaces dont on entend beaucoup parler, donc sur cette articulation de quelles sont les données qu'on peut mettre en open data et quelles sont les données qu'on peut partager entre deux acteurs et de se mettre d'accord sur comment le faire. Voilà, il y a vraiment il faut bien voir aujourd'hui que, et c'est vraiment le message de cette slide, de dire l'information voyageur, c'est vraiment la partie open data visible, qu'on peut faire en ETEX en Syrie, mais tout aussi bien en GTFS et GTFS-RT pour alimenter l'ensemble des calculateurs d'itinéraires qui existent aujourd'hui. Mais ce n'est pas une donnée qui est isolée. Et c'est vraiment le but de la publication de ces données. Et aujourd'hui, l'articulation qu'on peut avoir entre un point d'accès national et un Mobility Data Space et de dire, voilà, il y a une partie en open data qu'on va mettre à disposition de tous et une partie qui a, on va dire, une valeur commerciale. Et dans ces cas-là, oui, on peut tout à fait, je ne sais pas, par exemple, partager des accès à des calculs je sais pas, d'offres tarifaires yieldées, que ce soit du Netex et Siri et qui ont une valeur, on va dire, pécuniaire différente. Merci Tuto. Je suis en même temps les échanges sur le chat qui viennent alimenter la discussion et notamment il y a à la fois des retours en arrière dans la discussion sur les difficultés à produire les données, mais qui me semble rentrer quand même dans cette partie 2 dans la mesure où ce qui est pointé, c'est notamment côté région sud, le fait que produire même du NetEx, eh ben, en fait, il faut mobiliser des informations et saisir des informations qui viennent de différents endroits. Il me semble que ça peut peut-être rejoindre la question des référentiels régionaux, parce que on parle du point d'accès national, ça c'est le point national. C'est la publication nationale. Il y a en règle générale dans chaque région des référentiels régionaux de données et dont la vocation est justement peut-être pas uniquement de publier les données finales, mais de travailler sur
sur par exemple, ces bas arrêts, ces informations intermédiaires aussi qui sont nécessaires pour publier des données. Je ne sais pas si vous voulez l'illustrer davantage, alors soit côté, je sais, la Grenoble, région Sud, si vous voulez prendre la parole là-dessus pour illustrer comment ça se passe, les discuter, rencontrer. Il y a Transdev aussi, la Réunion, là, qui participe beaucoup à la discussion de comment ça se passe concrètement, quelles sont les informations nécessaires, pourquoi c'est pas justement pas toujours simple. Est-ce que vous voulez élaborer un petit peu là-dessus? Comment on fait concrètement, ou d'ailleurs plutôt peut-être dans ton expérience aussi, hein, pour concrètement avoir de l'information complète enrichie dans Netex, on a besoin de mobiliser parfois beaucoup de sources différentes. Euh, j'ai en tête l'accessibilité dont on a parlé récemment, mais on peut prendre d'autres exemples aussi éventuellement. Oui, et puis, enfin, il y avait eu la question, je sais plus, un peu plus haut dans le chat, sur aussi d'enrichir l'offre sur toute la partie tarifaire et donc tous ces outils de saisie qui effectivement Mhm. aujourd'hui sont démultipliés et je crois qu'on est tous assez conscients du poids que ça peut générer non seulement en termes de travail mais aussi de coûts pour les AO. Et encore une fois, ça revient vraiment à ce que disait Georges, qui est de dire que l'esprit est de dire si on pouvait avoir des outils qui utilisent les mêmes concepts, qui se basent sur Transmodel, ça vient simplifier, on va dire, cet enrichissement de la donnée. C'est-à-dire que si on n'a pas à ressaisir 8 fois la description de son arrêt pour ensuite y rajouter la description d'accessibilité, ce serait quand même beaucoup mieux. D'accord. Est-ce que donc là, les discussions deviennent de plus en plus rapides. Euh, on est en train d'arriver là dans la discussion aussi sur l'intérêt de Netex, c'est donc justement aussi d'embarquer davantage d'informations, de mieux décrire les réseaux. Il y a plusieurs projets, soit régionaux, mais aussi à l'échelle nationale en la matière. Tu as évoqué plusieurs fois, Tuto, les questions tarifaires. On a commencé à parler, il me semble, d'arrêt à un moment donné, en tout cas. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, notamment parce que sur la partie arrêt de transport, il y a comme des projets nationaux. Donc peut-être évoquer voilà, les projets nationaux qui viennent à la fois peut-être faciliter la production de Netex, mais qui du coup s'inscrivent dans l'écosystème transmodal de Netex et donc à ce titre-là vont être nativement, on va dire, eux, inscrits là-dedans. Donc peut-être expliquer ce qu'ils sont, je pense, base arrêt national, les questions tarifaires, même des questions comme le titre unique qui ont vocation à s'appuyer aussi sur Netex. Donc pourquoi aussi ça a du sens d'être compatible nativement avec Netex et Siri aussi pour ces raisons-là. Je sais pas qui veut parler là-dessus. Est-ce que c'est Georges ou Tuto qui veut en dire quelque chose? Ou Je peut-être vois Maxime, puisque la base d'arrêt est Ouais. portée Et par le PAN. Maxime. Ah pardon, autant pour moi, excuse-moi Maxime. Non, je peux commencer effectivement Vas-y. en disant que bah, j'avais une slide dessus, mais je l'ai pas montré tout à l'heure pour pas prendre trop de temps. Mais effectivement, parmi disons nos priorités pour 2025, on en a une qui est sur la création, en tout cas l'amélioration de ce qu'on appelle un registre d'arrêt national. Concrètement, en fait, c'est de recenser un fichier qui permet d'identifier un arrêt comme étant identifiant. Enfin, vous prenez, je sais pas moi, l'arrêt du pont. À Angoulême, et ben, la rue du Pont Angoulême, mais les identifiants, c'est un. Ce sera toujours un, peu importe l'opérateur, peu importe qui fournit le jeu de données, qu'il soit en GTFS ou en ETEX. Et là-dessus, on travaille avec les producteurs, les régions sur ce sujet-là. Il y en a certaines qui sont plus avancées que d'autres, avec lesquelles on commence à travailler. L'idée à terme, c'est d'avoir un seul fichier qui puisse référencer tous les arrêts de France avec un seul identifiant commun, qui puisse d'ailleurs être utilisé dans plein de cas d'usage, et notamment, tu l'as mentionné, Gislain, mais le titre unique, qui sert de référence après pour tout ce qui est billettique et communication entre acteurs. Je sais pas si, Georges, tu veux nous parler de ça, titre unique, mais en tout cas, de côté PAN, nous, voilà, on travaille avec accompagner les producteurs. Encore une fois, c'est compliqué pour nous de créer un registre d'arrêt national, parce qu'on n'est pas producteur. Par contre, on essaie d'encourager des producteurs à suivre cette démarche-là, à nous envoyer des registres d'arrêt d'abord régionaux, il y en a certains qui nous le fournissent, et après d'agréger ces registres régionaux en un seul national, qui puisse être derrière utilisé par plein d'acteurs différents, que ce soit en interne pour des cas
très précis, soit à l'externe pour, il y a des cas très précis, notamment un client itinéraire qui veut intégrer plusieurs réseaux, en fait, il va avoir un arrêt en doublon quand il intègre deux GTFS ou deux NETEX euh, dans son système. Si l'arrêt est différent, si l'identifiant est différent, il va avoir du mal à les réconcilier. Alors que si l'arrêt de l'identifiant est le même, effectivement, ça facilite derrière les réutilisations et donc l'information voyageur. Donc il y a plein de cas d'usage derrière. C'est une demande qu'on a très régulièrement de la part des réutilisateurs aussi, d'avoir ce jeu de données entre guillemets unifié sur les identifiants. Et, euh, et il y a des cas aussi donc différents pour le titre unique notamment. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, les bases arrêts que vous agrégez et la base arrêt que vous cherchez à produire nationale, elles sont décrites avec transmodal, du coup. Ou enfin, transmodal NetEx, c'est ça l'idée. Effectivement, c'est l'idée, oui. Donc, c'est plus facile enfin, je veux dire, de l'exploiter en partant de là, quoi. Exactement. Hum, on a des discussions sur la complémentarité entre GTFS et NetEx là. Et les domaines d'usage, ça nous amène doucement mais sûrement vers la troisième partie aussi, celle des différentes réutilisations. Finalement, côté réutilisation, on a beaucoup de réutilisations en GTFS, parfois des réutilisations en NetEx et Siri. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les différents types de réutilisation et dans quel cas de figure ça a du sens de peut-être juste faire comme aujourd'hui et pas forcément s'embêter. Dans quel cas de figure c'est complètement justifié de passer à NetEx ou à Siri si c'est pas déjà le cas. Et comment les deux aussi peuvent coexister de manière aussi harmonieuse que possible. Comment ça peut se mettre en place concrètement dans un système ou chez un réutilisateur et le producteur, comment il gère ça aussi. Euh, il nous reste 20 minutes, donc je pense que c'est peut-être le bon moment d'aborder ces sujets-là. Euh, est-ce que, est-ce que Maxime, peut-être tu veux démarrer par côté panne, ce que vous voyez côté, parce que la partie attitude panne, tu l'as souligné plusieurs fois, c'est que finalement vous êtes entre les deux, vous êtes entre les producteurs et les réutilisateurs, et donc vous connaissez les deux aussi, les deux, je pense, ont l'occasion de vous parler, de vous partager leurs besoins, leurs attentes. Jusqu'ici, on a parlé plus des producteurs. Côté réutilisateur, déjà aujourd'hui, peut-être quels sont les réutilisateurs, en tout cas côté panne, il peut y avoir d'autres formes de réutilisateurs, mais ceux que vous côtoyez, ceux dont vous avez connaissance, quels sont les types de réutilisateurs, quels sont les types de réutilisation, et quelles sont leurs attentes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont entièrement couvertes? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui émergent? Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça, de votre point d'observation justement, qui est quand même assez unique? Oui. Euh, on a identifié aujourd'hui trois, disons, personas. J'ai pas de slide dessus, hein, mais je parle. Non, vas-y, très bien. On a trois personas, disons, open qu'on catégorise et avec lesquels on travaille. Il y a le premier, c'est le plus connu, c'est celui qu'on appelle entre guillemets le pro de l'information voyageur. C'est celui qui connaît très bien les données de transport et qui vient chez nous pour utiliser des données et les afficher dans des informations voyageurs multimodales, notamment les calculateurs d'itinéraire. Donc eux, ils connaissent très bien ces données-là. Eux, ils ont besoin de données qui soient de qualité, qui soient surtout très maintenues, parce qu'en fait, ils vont baser leur business là-dessus. Et si les données sont pas à jour et maintenues derrière, eux, ça peut les déranger et du coup les faire fuir. Donc on a un premier cas d'usage, et, notamment on a Transit aujourd'hui qui est présent, mais il y en a évidemment plein d'autres qui est dans ce persona-là. Le second, on a le persona un petit peu plus acteur du transport, mais qui fait pas forcément d'information voyageur. Euh, Ça peut être des TPE, PME qui sont dans plusieurs cas d'usage et qui ont besoin en fait de données de transport, par exemple les arrêts de transport, cartographier les bornes de recharge, ces choses-là. Elles connaissent un peu moins l'information voyageur, mais donc elles ont des attentes qui sont un peu différentes. Elles ont besoin de mieux comprendre un peu la donnée. Elles ont besoin d'avoir un accès à la donnée qui soit plus simplifié, parce qu'elles connaissent pas forcément comment traiter un JDFS, comment traiter un ETEX. Voilà, donc là-dessus, c'est un peu l'approche est différente pour nous. Et on a une troisième catégorie qui est assez naissante. En tout cas, nous, on la connaît très mal encore et on travaille là-dessus.
mais bon, c'est notre sujet, c'est les acteurs qui sont carrément en dehors du monde des transports. Par exemple, je discutais récemment avec des agences immobilières qui viennent chez nous en fait pour aller cartographier l'accessibilité de leurs biens immobiliers en transport en commun. Donc, ils viennent récupérer en fait, pour l'instant, les GTFS du PAN pour aller essayer de montrer un petit peu où sont les arrêts proches des maisons ou des appartements qu'ils mettent à la vente. Et il y a plein de cas d'usage comme ça, et ces cas d'usage s'élargissent parce qu'on n'a pas le code des transports en commun, encore une fois. Donc voilà, il y a plusieurs cas d'usage là-dessus. Et pour l'instant, c'est vrai que comme on a très peu de données textes natifs et que ça a vocation à s'améliorer, comme il y en a très peu, ben, effectivement, on a moins de demandes de réalisateurs qui attendent du NetEx aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, on pense au ministère que justement, c'est en rajoutant du NetEx et en rajoutant, en améliorant l'offre que derrière, on va générer des cas d'usage. J'ai répondu, je sais plus à qui par contre, pardon, mais qu'effectivement, on ne pose pas GTFS et NetEx. Les deux sont complémentaires. Ils ont des cas d'usage différents. Par exemple, on a des cas d'usage du NetEx, surtout en interne. On a par exemple des plutôt régionaux, type Centre-Val de Loire, Pays de la Loire ou Nouvelle-Aquitaine, qui utilisent du NetEx. Euh, et en fait, ils utilisent NetEx eux-mêmes pour leurs propres outils. Mais le NetEx est fourni sur le accès national. Donc, il y a déjà des cas d'usage qui existent comme ça qui ont vocation, je pense, à largement s'élargir. On ne connaît pas encore tout l'étendue de ces utilisations-là. Tu m'aurais demandé, Ghislain, bon, j'étais pas là, mais tu aurais demandé à mes prédécesseurs il y a 8 ans pourquoi on va utiliser GTFS. Peut-être que la réponse aurait été difficile à apporter. Et peut-être qu'aujourd'hui, on en est là aussi pour le Siri Netex. Et je pense on a plein de choses à faire, notamment avec tout ce que permet d'enrichir le Netex. Enfin, Georges et tout le monde déjà dit, mais l'offre tarifaire, l'accessibilité, les cheminements, voilà, ces choses-là qui sont pas aujourd'hui présentes, en tout cas pas assez bien dans le GTFS, qui donc forcément derrière n'ont pas de cas d'usage, puisqu'en fait, il y a pas de données. Mais demain, il y aura la donnée, mais il y aura des cas d'usage. Et je pense que ça peut notamment intéresser quelques ordinaires comme Transit, ou d'autres, le jour où des producteurs fourniront, par exemple, une offre tarifaire complète euh, via le Netex, ça pourrait intéresser derrière nos personas donc le persona 1, là, celui que je parle en premier, l'information majeure. C'est vrai que peut-être pour ceux qui sont un peu moins pro de l'information majeure et qui sont un peu plus éloignés, le GTFS reste peut-être le format pour l'instant qui leur convient et leur suffit pour leur cas d'usage précis. Par contre, quand on veut Parce que pousser, aller chercher le 100% et aller chercher des données qui sont très exhaustives, notamment sur accessibilité, tarifs et cheminement, là on a besoin de Nutex et donc on a des cas d'usage qui arrivent derrière. Voilà, donc bon, la réponse, elle n'est pas hyper claire, désolé, parce qu'on apprend en même temps, on avance là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, l'horizon s'éclaircit, hein, ça c'est sûr. Ouais. ce que je retiens, c'est quand même, c'est que dans ce que tu dis, c'est que GTFS RT a vocation à être toujours utilisé pendant assez longtemps, autant en tout cas pour ce qu'on en voit, parce que ça reste assez accessible, c'est déjà très utilisé, il y a une base installée, et donc forcément que ça répond à tout un tas de personas et d'usages, mais que progressivement, il y aura de plus en plus de cas d'usage qui pourront tirer parti des textes. Parce que dedans, on trouve une richesse d'informations que tu as évoquées sur les horaires, sur l'accessibilité, sur des cheminements, qui aujourd'hui est inexistante ou uniquement sur quelques réseaux, mais de manière assez limitée, et que le jour évidemment où ce sera plus répandu, bah, les gens iront chercher cette information-là et pourront l'exploiter. D'ailleurs, ça a été Oui, évoqué là dans les discussions dans le chat c'est un peu aussi. l'œuf et la poule, quoi. Mais c'est ça. Et juste, là, j'ai parlé de texte, mais il y a aussi le Siri, parce que là, je vois la formation en temps Ouais, réel. À la oui, différence, un peu le Siri, bon, là, je pense que tu connais bien mieux que moi, mais je crois que l'historique, c'est quand même que les producteurs ont déjà beaucoup plus de Siri que de NetEx. À l'inverse, c'est que souvent, le SRT est issu du Siri, donc on a déjà beaucoup plus de cas d'usage là-dessus. C'est plus au niveau de NetEx, on a un travail à faire. Le Siri est déjà adopté. Il y a pas mal aussi de nourriteurs qui travaillent avec le Siri directement et qui n'utilisent pas le GTFS RT, ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui pour GTFS et NetEx, pour le statique. Donc mhm. là-dessus, on est déjà à un stade un peu plus avancé de par l'historique à l'échelle de l'Union européenne, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Et puis Ouais. même par ailleurs, hein, Siri a fait partie des premiers formats d'échange adoptés aussi en Amérique du Nord, donc plutôt côte Est, et en Australie. Donc c'est pas que l'Europe, parce que ça leur permettait de simplifier les échanges, comme je le disais, entre les systèmes embarqués des véhicules, la gestion de la flotte et la reproduction de l'information voyageur en temps réel. Et sur cette base-là, il y a eu des exports GTF-SRT. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui existe pour le temps réel. Et ce qu'on voudrait voir aujourd'hui arriver, c'est la même chose pour le statique. Parce que comme tu l'as bien, bien souligné, Maxime, on n'oppose pas les deux. C'est vraiment l'inverse. C'est vraiment cette complémentarité de dire si on a dans nos bases de données une information extrêmement riche qui est représentée en ETEX sur base de concepts transmodèles, ça veut aussi dire qu'on peut venir enrichir des champs de GTFS qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Et notamment, je pense à toute la partie accessibilité, cheminement. Euh, Netex permet une description très fine de tous les équipements, de tous les aménagements de l'accessibilité qui, en retour, permettent de déduire des itinéraires qui sont adaptés à différents types de situations de handicap. Donc, pas que la personne en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, mais la personne qui peut être malvoyante ou malentendante. Ces informations-là, aujourd'hui, peuvent également être représentées jusqu'à un certain niveau dans GTFS, et notamment avec l'extension Pathways pour les cheminements, mais qui est sous-utilisée parce qu'en fait, la donnée native n'existe pas. Donc, si on est capable aujourd'hui de la transmettre, de la transcrire avec du NETEX, on peut très bien extrapoler de l'information en NETEX, de dire, bah, par exemple, j'ai une rampe, j'ai un dévers qui est peu important, j'ai un trottoir qui est lisse et stable, etc. Ça veut dire que la personne en fauteuil, c'est un arrêt qui est accessible, qui la met en sécurité. Et cette information-là, on la retrouve à la fois dans les éléments de NETEX d'information voyageurs très généraux et bien sûr, on peut l'extrapoler en NETEX en GTFS, pardon, et en s'assurant que ça correspond bien à une réalité réelle aujourd'hui plutôt que juste un booléen de dire oui, non, sans vraiment savoir sur quels critères s'appuyer, alors que les critères de description de l'accessibilité, on en a beaucoup parlé avec la FAMOB sur les mois précédents, permettent de vraiment venir décrire la réalité terrain. Très bien. Et Est-ce effectivement, que, merci pour le schéma qui reprend ouais, ce que je disais tout à l'heure. j'ai remis ton schéma parce que je me dis que tu pouvais peut-être justement le développer en réponse à encore une fois, des discussions dans le chat qui sont nourries et notamment sur la place du niveau régional par rapport au niveau national euh, que c'est un échelon en tant que tel à la fois de diffusion mais aussi de réutilisation. Donc voilà, peut-être un peu expliquer ça et puis faire réagir les uns les autres là-dessus sur ce qui se passe au niveau régional et les interactions qu'il peut y avoir et qui peut-être illustre aussi le besoin, pareil, de parler une langue commune. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux que le niveau régional? Il y a le niveau régional, national. Est-ce qu'il y a même quasiment un niveau européen en un sens, où la compatibilité et la diffusion des données est nécessaire? Comment on articule un peu cet empilement de niveaux qui correspond aussi à l'organisation des mobilités? Ouais, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous et qui travaillent en transfrontalier savent déjà que effectivement on s'arrête pas que aux échanges open data en France, mais qu'il faut aussi, par exemple, si on travaille du côté des Suisses, se plier aux demandes voilà, de nos collègues en Suisse sur l'échange open data. Il va y avoir la même chose sur de l'exploitation, on va dire, de zones, par exemple, de lignes de bus qui se font entre la France et la Belgique. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a la partie vraiment, on va dire, nationale open data où on peut faire, donc c'est vraiment le PAN, où on privilégie, on va dire, des exports basés sur le profil France de Netex. Donc, profil étant un sous-ensemble de l'ensemble de la norme pour toute la partie données Peut-être parce qu'en publiques. fait, Pareil pour c'est des terminé. Et du exports. coup, moi, c'est des questions. Ah, attention, Christophe Brémond, je crois qu'il y a un micro ouvert. Merci. Et pareil pour les exports en GTFS, en open data, mais on parlait tout à l'heure des calculateurs d'itinéraires régionaux et notamment des bases régionales. Alors là, c'est plus, je pense que Georges pourra en préciser mieux que moi, mais il y a effectivement des obligations côté l'homme qui sont plus importantes aujourd'hui sur les régions, mais qui n'empêchent pas que d'autres acteurs locaux ou de grosses collectivités, de grosses AO s'emparent de solutions par des calculateurs d'itinéraires, de vouloir proposer des descriptions fines de l'accessibilité ou de l'offre tarifaire. Tout ça est possible. Et c'est vraiment une complémentarité, on va dire, de dire aujourd'hui sur une base de données très riche qui serait consolidée en utilisant NetEx, Transmodel et Siri, on peut venir vraiment extraire
des informations qui vont alimenter chaque cas d'usage, chaque partie prenante. Et c'est pas beaucoup différent de dire je sais pas, par exemple, toutes les informations nécessaires à la planification d'un événement familial dans un méga tableur Excel et j'envoie en PDF à qui un itinéraire détaillé, à qui un agenda réduit et à qui la liste des Mhm. invités. Tout vient du même tableur. Ouais, tu construis l'information dans un même format et éventuellement dans un même endroit, quoi. Exactement. Alors la difficulté d'où est le format d'échange, que l'information, elle n'est pas toujours concentrée au même endroit. Donc elle vient souvent de plusieurs sources, mais par contre, elle a besoin d'être dans un format où on va recouper les morceaux facilement si nécessaire, quoi. Euh, il y avait, alors Maxime, tu as répondu sur le chat, mais ces questions de priorité du PAN, on peut peut-être élargir la question, hein, alors qui était entre la question initiale et entre quelle priorité entre d'un côté Siri, passage de GTFS RT à Siri versus le passage de GTFS à NetExt. Bon, tu avais évoqué, Maxime, qu'il y avait peut-être un retard plus important historiquement sur cette partie NetExt, donc la partie plus statique. Mais plus généralement, est-ce que tu veux compléter la réponse et élargir sur soit la roadmap, ou en tout cas les priorités, c'est pas forcément des choses qui sont entièrement calées de votre côté, mais en termes de travail, d'accompagnement, d'outillage sur ces sujets de standardisation côté point d'accès national, qu'est-ce que vous avez dans le radar et qu'est-ce qui est prioritaire sur cette partie convertisseur, il me semble que tu disais que finalement il y avait un renversement aussi de logique qui pouvait que l'arrêt du convertisseur GTFS vers NetExt c'était peut-être pas la fin de l'histoire, que peut-être qu'on pouvait envisager d'autres choses à l'avenir. Voilà, est-ce que tu veux Mhm. élaborer là-dessus? Oui, oui, je peux en parler un petit peu. Effectivement, à terme, peut-être qu'un convertisseur opposé, des textes SPFS serait plus utile, mais pas forcément. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas acté là-dessus, hein. On privilégie déjà que les producteurs puissent faire un export natif eux-mêmes C'est euh, ça. du NetExt vers le GTFS. Sachant que nous, on a vraiment pour vocation à aider les producteurs, mais effectivement, si c'est fait de leur côté, c'est évidemment mieux, je pense. Mais on n'exclut pas cette possibilité-là à terme. On verra comment ça évolue dans les mois, les années à venir là-dessus. Par contre, ce que je peux dire aussi sur notre priorité, c'est que ben, comme on met un petit peu l'accent sur les textes encore plus récemment, ben, il faut aussi que nous, derrière, on puisse être en capacité de fournir des outils. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas une bibliothèque, on est une médiathèque. C'est parce que justement, on fait vivre un petit peu l'écosystème, on n'est pas juste une étagère, entre guillemets. Et donc, on a déjà des outils, notamment pour valider les données, les standards. Donc on a depuis Mm. toujours quasiment Validator GTFS qui permet de, quand un producteur met ses données GTFS, savoir si ces données sont conformes au standard et donc et de qualité ou pas. Et de la même façon, on travaille sur la mise en place d'un validateur Netex qui aujourd'hui est encore disons, au statut de bêta. Pour l'instant, on valide le format XSD du Netex. On n'en est pas encore à valider le profil France Netex, mais c'est un sujet sur lequel on travaille activement parce que on pense que c'est nécessaire pour pouvoir aussi encourager le développement du Netex en France et sur le PAN. Donc, il y a ce sujet-là qui fait partie de nos priorités sur plus la partie accompagnement des producteurs. Et après, il y a la partie accompagnement des réutilisateurs. Donc là-dessus, bah, c'est pareil, on a des outils qui existent déjà, ce qu'on appelle principalement de notifications qui permettent de notifier à un réutilisateur si oui ou non les données sont à jour, si elles expirent, si elles sont du jour au lendemain, elles sont très peu qualitatives et que il y a un problème à les utiliser et donc à aller les contacter le producteur. Et on a aussi on va un peu plus loin de ce côté-là, puisqu'on connaissait très mal nos réutilisateurs, on va plus loin puisqu'on va aussi travailler avec eux. En ce moment, on travaille avec certains de nos plus gros réalisateurs sur le fait de repartager les données améliorées. Ouais, c'est un pilote qu'on met en place en 2025. En fait, les réalisateurs, bah, ils viennent chez nous, hein, ils prennent les données, pour l'instant majoritairement en GTFS, mais ils les améliorent, puisque les données des producteurs sont pas forcément, euh, répondent pas forcément aux besoins d'un réalisateur à 100%. Donc, il y a des travaux de mise en qualité qui est fait, qui jusqu'à présent n'était pas forcément repartagé aux producteurs. Alors que bah, un des effets vertueux de l'open data, c'est aussi d'encourager
justement le partage des données pour pouvoir Mhm. derrière améliorer les données à la source. Mhm. Donc, on travaille avec ça, avec nos plus gros utilisateurs pour justement qu'ils puissent derrière repartager le travail qu'ils font aux producteurs et donc la mise en qualité des données puisse bénéficier à l'ensemble de l'écosystème et pas uniquement à un seul, en contrepartie d'avoir eu accès aux données gratuitement sous couvert de licence. Donc, on a ce sujet-là qui avance aussi pas mal là-dessus. Voilà, on en a d'autres aussi, mais bon, je ne vais C'est pas vrai. faire toute la roadmap du PAN aujourd'hui. Oui, non, non, bien sûr. Non, Sauf mais s'il y a des questions dessus. tu l'as bien gardé sur ces Ouais, priorités de normalisation. Georges, tu voulais réagir peut-être? Non, ouais, je voulais compléter. Ouais, je voulais compléter sur la partie accompagnement parce que la DGITM et la DMA ont organisé aussi une formation sur le format NETEX. Et donc une première formation présentielle a eu lieu au mois d'avril. Il y a une formation à distance prévue ce mercredi, donc toute la journée pour accompagner l'ensemble de l'écosystème dans la prise en main du format. Cette formation-là, elle sera enregistrée et publiée et aussi avec du matériel concret, donc pour rendre les choses plus concrètes. Enfin, donc, on avait bien identifié le besoin d'exemples concrets pour mettre la main sur des données NetEx et un peu et un accès plus facile à la documentation. Et donc, tout ça, c'est compris dans cette formation-là, et donc tout sera publié, bien évidemment. Et donc, je vous invite à communiquer sur ce matériel-là parce que voilà, il sera disponible et donc ça répondra aux besoins d'un certain nombre qui l'ont exprimé là dans le chat. Tout à fait. Et, je ne sais pas si vous avez remis le lien, peut-être dans le chat de l'inscription. Je pense qu'il y a une Un inscription pour peu cette formation trop de mercredi. tard parce qu'on a plus de 200 C'est trop inscrits. tard. D'accord. Euh, Donc, mais prenez date pour le. C'est possible de vous et, contacter sinon pour prendre date pour mais la c'est pas troisième grave. session de séjour, hein, c'est ça? Alors, Euh, moi, ce que j'aimerais, enfin, donc, côté État, enfin, donc, si jamais vous savez, c'est une période compliquée là pour les budgets, mais enfin, si on a du budget à un moment, je voudrais bien faire autre chose, donc, hum, répondre à de nouveaux besoins. Et donc, là, l'idée, c'est plutôt que ce matériel puisse être réutilisé par enfin, ceux qui ont assisté à la formation déjà, mais aussi par d'autres experts. Enfin, donc, là, on a sollicité quelques experts, dont Tuto, pour donner cette formation. Mais bien sûr, tout le matériel est disponible pour que n'importe bien sûr. qui a des compétences puisse la redonner, que ce soit en interne ou, enfin, je ne regarderai pas sous quelles conditions ça se fait. Mais du coup, si nous, côté État, on a la possibilité, on fera, enfin, on répondra à d'autres besoins, donc peut-être avec un module plus avancé ou plus Bien sûr. focalisé sur la série, ou etc. Enfin, donc, on verra. Évidemment. D'accord, très bien. Pour terminer, je voulais revenir sur. J'ai eu un partage de Nantes Métropole qui pouvait pas assister ce matin, mais qui m'a partagé son expérience, alors qui évoquait le fait qu'ils avaient ce passage, ce Big Bang vers les normes européennes et quelque part même en sautant le GTF SRT parce qu'ils avaient une sorte de retard, donc quelque part une sorte de leapfrog directement vers les normes européennes, ce qui est quelque chose qui est en cours de leur côté. Et ils supporteront aussi du GTFS et du GTFS RT dans le nouveau système. Elle évoquait le fait que c'était, d'ailleurs, bon, voilà, ça avait pu prendre du retard. C'était un chantier important de leur côté et qui n'était pas allé aussi vite que ce qu'ils souhaitaient, mais en tout cas qui se fait. Et ce qu'elle évoquait dans son email, c'était que maintenant, ils travaillaient sur les prochains sujets. C'était la question des normes pour l'autopartage, je cite, le stationnement, la voirie, le vélo, les vélos libre-service, les vélos en longue durée même, et que tout ça, c'est les sujets qui les intéressent aujourd'hui. Et puis l'autre sujet qui les intéresse toujours sous l'angle de la normalisation, c'est la question des travaux, parce que à Nantes, il va y avoir des travaux pour de nombreuses années, d'après elle, donc je pense qu'elle est bien placée pour le savoir. Et que du coup, il y a besoin d'informer autour de ça. Alors, c'est peut-être ma perche pour faire un mini tour de table rapide de vous trois, si vous le souhaitez, pour un mot de conclusion autour de ce thème-là. Je sais que je pense que vous avez tous les trois des choses à dire là-dessus, sur à la fois ce qui existe, ce qui pourrait exister, ou ce dont on pourra parler dans un prochain rendez-vous, peut-être, en la matière, en guise de conclusion, pour élargir au-delà, justement, du transport public stricto sensu. Dans quelle mesure on peut répondre sur ces sujets-là, euh, dans quelle mesure ça relève de l'écosystème transmodal ou éventuellement ça va au-delà. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot de conclusion?
Tuto, vas-y. Alors, dans l'écosystème transmodèle, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues et notamment, il y a aujourd'hui un rapprochement qui est initié, mais plutôt côté projet européen, donc NAPCOR et son suivant NAPCOR X entre DATEX, qui est plutôt de l'information routière. Donc, Maxime a évoqué le point d'accès national Bison Futé pour les données routières. Et notamment, il y a DATEX 2 qui permet de reprendre les travaux en infrastructure. Il y a aussi des discussions en cours sur une extension de l'ensemble du on va dire, de l'écosystème transmodel et d'ATEX à toute la partie représentation du cycle, enfin du cyclisme et de l'infrastructure pour les cyclistes. Mais tout ça, ça va nous emmener très très loin. Je pense qu'on Oui. est déjà on est Non, complètement non. débordé, donc peut-être qu'il faudra refaire un webinaire. Le but, c'était pas de l'aborder aujourd'hui, mais c'est plutôt de faire un teasing pour la suite. Voilà. Merci à toi. Est-ce que Maxime, Georges a un petit mot court de Ouais, conclusion autour de ça? Les autres tu sujets, il y a plein de choses au vois pan, dit je pense, l'essentiel. là-dessus. Ouais, tu as dit l'essentiel sur ce sujet-là, donc je ne vais pas vous en compléter plus, si ce n'est qu'effectivement, il faudra prendre un peu plus de temps qu'aujourd'hui là-dessus, et ça suffit pour aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, et on est à disposition au PAN pour répondre à vos questions et vous accompagner dans cette montée, entre guillemets, en qualité des données transport en commun avec le NEDEX et le Siri. Comme je l'ai dit, on est 10 derrière le PAN, donc on est disponible pour vous répondre et vous accompagner avec grand plaisir. Je pense que vous avez nos contacts si jamais je vous le remets dans le... Tout à fait, puis on les remettra dans l'email. Alors merci, bon, s'il y a besoin. Merci à tous les trois, Tuto, Maxime, Georges. Mon mot de conclusion, au-delà des remerciements, ce sera pour aussi vous signaler qu'il y a un autre webinaire très intéressant qui va décliner les cas d'usage, puisqu'on parlera plus spécifiquement du transport public, mais par autocar, lors d'un prochain webinaire. Vous avez le lien dans le chat dans pas très très longtemps, c'est ce mois-ci, donc auquel vous pouvez vous inscrire. Et donc là, on aura un focus sur un usage très particulier. Les normes et les standards sont pas forcément différents. En revanche, voilà, le contexte, lui, est tout à fait spécifique, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, merci encore à vous tous et toutes d'avoir été nombreux ce matin. On vous repartage tous les éléments dans la foulée. Bonne journée à toutes et tous. Merci Gisela, merci à tous. Merci. Merci, Merci bonne semaine. Augustin, Ouais. merci à Bonne semaine à tous. tous. Très utile. Merci de m'avoir proposé de m'associer, même